Bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, on refait une beauté à la plage de Saint-Irénée. Pas de grands travaux à Baie-Saint-Paul tant que les ingénieurs seront en grève. Un nouveau quartier pour Saint-Hilarion. La papeterie Saint-Gilles lance sa campagne de financement. Le Musée maritime de Charlevoix largue les amarres pour une 41e saison. Une nouvelle certification collégiale pour travailler en garderie. Et au sport, on parle d'un tour silencieux. Bonne émission. La plage de Saint-Irénée fera l'objet d'importants travaux pour améliorer son accessibilité. On va également ajouter un bloc sanitaire et ça va commencer dès cet été. Elisabeth Pailleur nous a préparé un reportage. Surtout pour améliorer la sécurité des visiteurs et des gens qui fréquentent cette partie de la municipalité. La jetée des Caplans à Saint-Irénée subira de multiples changements au cours des prochaines années. La mairesse Odile Comeau souhaite d'abord prioriser l'accès à la plage. Après avoir fait des plans et devis plus détaillés, c'est les accès à la plage qu'on veut améliorer, qu'on veut rendre aussi plus universel. Et on veut procéder à l'installation d'un bloc sanitaire qui va faire parler parce que c'est un bloc sanitaire comme on voit dans certaines agglomérations où c'est auto-nettoyant. C'est un minimum d'entretien. Les travaux du premier projet, évalués à 550 000 débuteront cet été grâce à l'appui financier de Développement économique Canada. Vous savez qu'en saison d'été, là, c'est très achalandé. Alors, on veut vraiment diriger les visiteurs ailleurs que sur la route et ailleurs que sur la voie ferrée. Alors, c'est vraiment un gros projet d'envergure sur lequel on travaille. On a une équipe de projet qui travaille là-dessus. Il y a plusieurs étapes. Je dis que c'est plusieurs millions de dollars, mais c'est plusieurs étapes. Et on veut le réaliser au fur et à mesure qu'on aura le financement disponible pour le faire. On a sollicité plusieurs bailleurs de fonds et là, on a eu une bonne nouvelle récemment là, avec Développement économique Canada qui nous permet de commencer à travailler le projet. Pour la suite, la mairesse espère obtenir le financement nécessaire afin de dynamiser le secteur et développer une promenade de bois sécuritaire notamment. C'est sûr qu'on a fait d'autres demandes de financement dans des programmes normés, là, des programmes qu'on pense qui pourraient nous soutenir. C'est sûr qu'une part importante du projet, ça va être la promenade. Alors, c'est une promenade de bois qui part de la jetée, du niveau de la jetée des Caplans vers les commerces et qui se situerait entre la route 362 et les stationnements et la voie ferrée. Alors, c'est vraiment une promenade qui va permettre justement de diriger les piétons, les visiteurs et de les éloigner de la route et de la voie ferrée. Là. Des haltes et des îlots ralentisseurs pourraient également voir le jour dans les prochaines étapes. Un projet de grande envergure qui pourrait s'étendre sur les 5 prochaines années. Elisabeth Pailleur pour TVCO. D'importants travaux sont prévus sur la route 138 cet été. La ville de Baie-Saint-Paul tiendra d'ailleurs une soirée d'information le 24 mai à compter de 19h, soirée d'information qui sera diffusée sur les ondes de TVCO. Toutefois, il y a vraiment un éléphant dans la pièce parce qu'il n'y a aucun grand travaux au Québec qui peut démarrer sans que les ingénieurs soient là. Puis actuellement, les ingénieurs du gouvernement du Québec sont en grève générale illimitée.
Alors, on a voulu savoir où ça blesse, puis est-ce qu'il est possible de penser qu'il y aura vraiment des travaux cet été. Et là-dessus, je me suis entretenu avec Marc-André Martin, qui est le président de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec. Monsieur Martin, bonjour. Bonjour, Monsieur Martin, vous êtes en grève générale. Vos 1800 membres que vous représentez, les ingénieurs au gouvernement du Québec, sont en grève depuis le 21 avril. Qu'est-ce qui ne marche pas avec le gouvernement présentement? Sur quoi ça achoppe? Présentement, là, ce qui accroche, c'est les salaires. L'ingénieur civil au gouvernement du Québec, c'est l'ingénieur civil le moins bien payé de la province. Et nos revendications, nous, c'est de tenter de se ramener dans le peloton des salaires, pas des salaires du privé, des salaires des villes, des secteurs publics au Québec, c'est-à-dire fédéral, parapublic fédéral et provincial, le Montréal, etc. Présentement, cette grève générale illimitée vient empêcher tout démarrage de travaux du ministère des Transports cet été. Déjà, il fait beau. Déjà, de nombreux chantiers devraient être démarrés. Il y a quand même des coûts énormes présentement à la grève que vous menez. Est-ce que vous pensez que juste la question salariale va vous procurer l'acceptabilité sociale? Parce qu'on trouve que les ingénieurs, présentement, ont des impacts sur plusieurs milliards de dollars de travaux. Hey, vous avez un bon point. Comment ça se fait que le programme québécois des infrastructures, on ait bonifié ça de 30 %? On est rendu avec des milliards en travaux d'infrastructures publiques, puis on n'est pas capable de payer quelques millions de plus pour s'assurer que les ingénieurs qui gèrent ces milliards de travaux-là aient un salaire sur le marché. Pas le meilleur salaire de toute la province, juste pour avoir un salaire sur le marché, c'est une goutte d'eau dans l'océan. On est prêt à investir des milliards, mais quand c'est bien le temps d'investir en ingénierie, mais le gouvernement fait son cheap. On va dire les vrais mots. Il fait son cheap quand c'est le temps de bien payer les ingénieurs qui gèrent les milliards. Historiquement, on sait qu'il y a eu des commissions d'enquête sur toute la question des grands travaux au Québec. Puis ce qu'on a proposé, c'est de renforcer justement la fonction publique québécoise, l'ingénierie dans la fonction publique québécoise. Avez-vous l'impression que les bottines ont suivi les babines? C'est une incompréhension totale. Ça fait 10 ans que la commission Charbonneau a eu lieu. Puis aujourd'hui, il n'y a aucun gouvernement qui a eu le leadership de renforcer l'expertise, de prendre le taureau par les cornes. Et présentement, le gouvernement, on a l'impression qu'il laisse ça aller, puis il ne s'en mêle pas. Il ne s'en mêle pas. Donc, nous, on négocie avec les fonctionnaires du Conseil du Trésor, puis ça n'avance pas. Dites-moi, vos revendications, ça vaut combien à peu près tout ce que vous... Ça serait une augmentation de quoi? Combien de millions dans la rémunération des ingénieurs, ce que vous demandez? Écoutez, là, au niveau du rattrapage qu'on demande, c'est des peanuts. Je vous dis, là, il manque... On parle de... Mais je ne dirais même pas quelques dizaines de millions. On parle peut-être d'une dizaine de millions manquants pour être capable de négocier quelque chose de correct pour les ingénieurs. Et retourner au travail. Et retourner au travail. Écoutez, on a demandé un rattrapage de 14 %. Puis ce rattrapage-là, c'est pas n'importe quoi. C'est juste pour être aussi en retard que la moyenne des professionnels dans la fonction publique. Les ingénieurs, c'est le groupe de professionnels qui est le plus en retard dans toute la fonction publique sur le marché de référence. On veut juste être aussi en retard que les autres. C'est ça qu'on demande. Alors, comment envisagez-vous la suite des choses? La guerre des nerfs se poursuit? Écoutez, on est désolé des inconvénients pour tous les automobilistes et les gens de votre région. Ou les inconvénients à venir, parce que les chantiers ne sont pas commencés? À venir, oui, surtout. Mais écoutez, une grève, ça fait mal, c'est plate, c'est le jeu de la négociation. Puis nous, on aimerait bien ça avoir un règlement rapide. Puis ça serait assez simple pour le gouvernement d'investir autant d'argent dans ces ingénieurs qui souhaitent en investir dans les infrastructures publiques. Bien, Marc-André Martin, merci d'avoir fait le point avec nous. Bonne chance dans vos négociations. On a tous bien hâte que ça aboutisse. Alors, merci d'avoir fait le point avec nous. Ça fait plaisir. Bonne journée. Alors, c'était Marc-André Martin, qui est le président de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec. Le domaine des épervières prend forme à Saint-Hilarion et pour nous en parler, j'accueille Patrick Lavoie, maire de Saint-Hilarion. Monsieur Lavoie, bonjour. Bonjour à vous. Alors, c'est la phase 1 du domaine des épervières qui débute. Au niveau du développement résidentiel, à quoi ça ressemble? Quelle est l'offre? Bien, présentement, ce qu'on a développé comme offre à Saint-Hilarion, c'est un développement résidentiel de 18 terrains dédiés justement là, à la construction unifamiliale. Puis à ça s'ajoutent 2 terrains supplémentaires dédiés au multilogement, donc pour la construction de 6 logements et plus. Ouais. Exactement. Puis au niveau de
du prix des terrains, là, on parle de combien environ? Oui, bien, les prix varient de 23 000 pour un Oui. terrain de 600 mètres carrés. Ça va jusqu'à 54 000 là, pour un terrain là, de 1350 mètres carrés. Là. Et est-ce qu'il y a déjà des gens qui vous appellent? Comment on fait pour acheter ces terrains? Oui, bien, dans le fond, ils sont en vente depuis la semaine dernière, OK. depuis notre dernier conseil municipal où est-ce qu'on a adopté notre politique de vente et tout ça. Donc, directement à la municipalité, les gens peuvent appeler, ils ont accès, même sur le site Internet. La politique est là pour les ententes aussi, là, pour pouvoir acquérir un terrain puis prendre l'information nécessaire aussi là, pour faire l'achat. Exactement. Puis, parlons maintenant de la Maison des aînés qui fera partie également du même secteur. Donc là, récemment, il y a eu le choix, on connaît finalement l'entreprise qui va construire la Maison des aînés. Ça doit quand même être un soulagement pour Saint-Hilarion. Bien, c'est sûr que oui, moi, du côté des personnes, Oui. des résidents, j'ai beaucoup de questions à savoir est-ce que ça va avoir lieu, la construction et tout ça. Puis j'étais, comme tout le monde, j'avais aucune information supplémentaire, plus que personne là, dans ce dossier-là. J'attendais, comme tout le monde, la concrétisation, puis que ça se confirme, tout ça. Mais ça soulage, oui, pour les résidents, pour ceux qui ont des besoins à ce niveau-là. Et pour la municipalité, bien, c'est sûr que c'est un soulagement. Nous, la partie du terrain qui avait été aménagé pour le CIUS était déjà vendu. Toutes les transactions étaient faites. Tout était fait à ce niveau-là. C'est sûr que nous autres, ça nous soulage parce que là, au moins, on avait attendu aussi là, pour faire terminer la rue, les bordures, les trottoirs et puis le revêtement. Donc, là, on est entré dans cette phase-là aussi. Donc, ça va nous permettre là, de finaliser ça aussi. Puis la construction va arriver en même temps, arrimer tout ça. Puis nous, bien, au niveau de la municipalité, pour mettre en vente nos terrains, une des étapes qu'on attendait aussi, c'était l'excavation qu'on désirait récupérer, là, tout le matériau pour finaliser le nivellement là, de nos terrains. Donc là, vous pourrez aller de l'avant. On parle quand même d'un projet de construction évalué à 35 millions de dollars. Est-ce que à ce niveau-là, ça vous convient? Est-ce qu'il y a eu comme des surprises, si je peux dire? Bien, écoutez, c'est sûr que si on regarde par rapport à l'an dernier, il y a une augmentation en lien avec le dernier appel d'offres. C'est sûr, c'est à ce niveau-là que c'est un peu inquiétant, là, à savoir si ça allait se concrétiser cette année. Mais c'est sûr qu'au niveau du prix, c'est surprenant, oui et non. Étant donné le contexte, c'était difficile de voir que ça allait aller en baissant au niveau des appels d'offres. Donc, c'est sûr que c'est un peu dommage à ce niveau-là, mais qu'est-ce que vous voulez? Je pense qu'à un moment donné, le gouvernement n'a comme pas eu, à un moment donné, le choix de dire est-ce qu'on investit pour nos aînés ou on n'investit pas. Donc, le questionnement était là, à quelque part. Exactement. Puis, au niveau des travaux, est-ce que vous avez un meilleur horizon? Là? À quel moment ça va débuter? Oui, bien, ça va rapidement, je vous dirais. On a des rencontres de travail qui sont prévues dans les prochaines semaines. Ça va être plus, nous autres, au niveau de la municipalité, on délègue ça à un ingénieur qui nous représente là, pour justement tout planifier ça. Mais écoutez, ça s'est déjà commencé. Là, le permis de construction a été émis hier. Au niveau de l'arpentage, l'implantation est faite, donc ça déboule rapidement. Là. Je vous dirais que ça va aller vite. D'ici la fin mai, on va probablement avoir des travaux qui vont débuter. Puis, ça se peut. D'après moi, on n'aura même pas le temps de faire la pelletée de terre officielle. Elle va se faire un peu plus tard. Puis, en terminant, M. Lavoie, est-ce que, selon vous, ça va répondre à la demande de cette maison des aînés à Saint-Hilarion? Moi, je n'ai pas de doute que ça va répondre à la demande. Ça va répondre à la demande des résidents de Charlevoix. Parce que le but essentiel, c'était ça. C'est pas seulement pour les résidents de Saint-Hilarion, c'est pour toutes les municipalités environnantes, les personnes qui vivent dans notre communauté, dans le fond, dans notre MRC, puis même les MRC voisines. Donc, c'est pour offrir ce service-là à cette population-là. Donc, moi, puis quand ça a été présenté, ce projet-là, c'était vraiment basé sur des données là, de besoin, justement, au niveau de la clientèle. Absolument. Patrick Lavoie, maire de Saint-Hilarion, merci beaucoup et à la prochaine. Merci à vous. On va maintenant faire le tour des autres actualités qui se sont déroulées dans la région cette semaine. D'abord, Élisabeth, la papeterie Saint-Gilles lance sa campagne de financement.
Oui, exactement. On veut amasser d'ici la fin de 2022 300 000 $ pour plusieurs projets. C'est un montant important. Absolument. Et à ce sujet, j'ai rencontré le nouveau président de cette campagne, M. Martin Tremblay. On l'écoute. J'ai accepté cette mission délicate, je dirais, parce que, évidemment, moi, je suis impliqué à la papeterie depuis à peu près 3 ans au conseil d'administration, comme trésorier. Et alors, étant aussi natif de Saint-Joseph-de-la-Rive, bien évidemment, cette institution-là me tient à cœur. Donc, je n'ai pas vraiment hésité à me joindre au conseil d'administration. Et quand on m'a demandé pour la présidence, bien, j'ai dit pourquoi pas. Je pense que c'est une institution qui vaut la peine d'être défendue et d'être appuyée. La campagne de financement va servir à des projets d'agrandissement et d'amélioration de la production de la papeterie. En fait, la levée de fonds va être axée en quatre volets, si on veut. Le premier étant la bonification de l'expérience muséale, c'est-à-dire qu'on veut que les gens qui viennent nous visiter soient vraiment plongés dans le milieu de la papeterie, de la fabrication du papier. Et après, on veut aussi qu'ils soient plongés dans toutes les dérivés, le papier, les feuilles de papier elles-mêmes qu'on va leur présenter, et tout, évidemment, les objets dérivés qu'on peut fabriquer avec le papier et qui sont dans notre boutique. Et puis, alors, on veut qu'il y ait une expérience vraiment complète. Pour les gens qui veulent donner, vous pouvez vous rendre sur le site Internet ou encore vous pouvez donner en contribuant en donnant un chèque. Par ailleurs, le Musée maritime de Charlevoix a ouvert ses portes. C'est une 41e saison pour le Musée maritime. Tout à fait. Donc, c'était cette semaine, le 19 mai, à 10 h, que la nouvelle saison a débuté. Ils sont très ambitieux du côté du Musée maritime, Martin. Oui. Parce qu'on s'attend à recevoir 25 000 visiteurs d'ici le 9 octobre prochain. Et ils proposent des nouvelles activités également cette année. Tout à fait. On parle d'un jeu d'évasion à saveur historique et des visites guidées qui seront disponibles tous les matins à compter du 24 juin, et ça jusqu'à la fête du travail. Rappelons les tarifs pour les adultes, 12 $ et pour les familles, 30 $. C'est également la fête du village qui va se dérouler cette année au Camp de Manoir. Oui, Martin, et l'équipe était très fébrile, justement, comme vous dites, parce qu'ils n'ont pas pu être là pendant 2 ans. Alors, j'ai rencontré cette semaine, un peu plus tôt, la coordonnatrice en tourisme et loisirs, Catherine Drapeau. Oui. Et voici ce qu'elle avait à nous dire. La fête du village, c'est un événement qu'on organise à tous les années. C'est sûr qu'avec la pandémie, ça n'a pas eu lieu les 2 dernières années. Mais cette année, on est super content d'organiser cet événement-là. C'est en fait comme une journée porte ouverte un peu. Donc pour nous, c'est l'occasion de faire connaître un peu le camp, pour les gens de venir nous visiter, voir nos installations. Puis en même temps, bien, c'est sûr que c'est un événement où on aime inviter tous les citoyens des éboulements puis des alentours pour juste s'amuser, fêter. Il va y avoir des jeux, il va y avoir des kiosques aussi. Un événement un peu festif où tout le monde est invité. C'est sûr qu'on veut faire découvrir le site aux gens. C'est aussi un site qui sert non seulement au camp jour l'été, mais c'est aussi un site où on fait les loisirs de la ville. Donc, si les gens veulent venir faire de l'escalade, venir faire du yoga, ils peuvent venir sans nécessairement faire le camp de jour, là. C'est un beau site. On veut aussi que les gens se l'approprient un peu, qu'ils le découvrent. Je ne sais pas si c'est tout le monde qui connaît déjà. Donc, c'est un site qui est accessible, ouvert à tous. On a des activités pour tout le monde. Donc, c'est une belle occasion de venir faire découvrir le camp qui est vraiment comme au cœur des éboulements en plus. Alors, l'inscription est gratuite. Tous les citoyens de Charlevoix sont invités donc le 4 juin prochain de 10 h à 16 h. Elisabeth, enfin, je pense que c'était important de le souligner. L'éducation des adultes dans Charlevoix lance un nouveau programme. Là. On parle d'une certification collégiale qui va permettre de travailler en garderie. Oui, et c'est vraiment pour contrer la pénurie de main-d'œuvre chez les éducatrices à l'enfance. Alors, je me suis entretenue avec Martine Gagné, qui est conseillère en formation à la formation continue Charlevoix. Voici le reportage. En 2021, le gouvernement du Québec a mis sur place un ensemble de mesures afin de recruter 18 000 nouvelles éducatrices et nouveaux éducateurs d'ici 2026. On voulait former des éducatrices qui étaient non qualifiées dans les milieux, mais on voulait aussi aller chercher des nouvelles personnes. Donc, ça pourrait être des personnes, par exemple, qui travaillent dans le milieu
de la restauration, des emplois non spécialisés qui voudraient depuis un peu longtemps changer de domaine, puis qui sauteraient un peu sur l'opportunité pour mieux connaître le domaine, aller l'essayer, puis voir si la vocation est suffisante. Formation continue Charlevoix fait sa part depuis quelques années et poursuit son appui en proposant une nouvelle certification collégiale. Donc, c'est une de nos spécialités là, ici. C'est une formation courte qui dure 4 semaines, intensif, 90 heures, pour permettre à des éducatrices qui ne seraient pas dans le milieu actuellement d'aller porter renfort là, au milieu de garde cet été, qui vont avoir besoin d'être remplacées pour prendre des vacances, parce qu'on sait que l'année a été quand même assez intense pour le personnel. Le besoin est criant et l'intérêt semble au rendez-vous, selon Martine Gagné. Moi, je suis partie jeudi, je suis revenue mardi, puis on avait 20 personnes qui s'étaient inscrites, plus des téléphones. Donc, ça veut dire ça que c'est pas toutes des personnes qui vont suivre la formation, parce que peut-être qu'impulsivement, ils se sont inscrits en disant « ça m'intéresse », mais en fait, c'est des gens qui ont la flamme et qui veulent peut-être aller valider est-ce que ce métier-là pourrait me correspondre. Donc, on est très, très contents. Je parlais avec une jeune fille de Charlevoix parce que nous, en fait, on s'adresse aux personnes de Charlevoix en priorité, mais on a quelques demandes de Jonquière, Saguenay, les environs, puis on a une personne de Victoriaville. Donc, à suivre. Mais les personnes de Charlevoix, donc, c'est ça, sont vraiment contents qu'on offre la formation ici, puis sont intéressés. Donc, c'est le premier pas vers l'éducation, là, en fait, vers le métier là, sur le terrain. La formation gratuite, financée par le ministère, est offerte en mode virtuel. Donc, elle est offerte de façon synchrone, donc en virtuel, à distance, mais les gens doivent quand même se connecter là, via un ordinateur, fait que ça prend quand même, et être là avec le professeur. Donc, ça, c'est la majorité. Mais sinon, il y a une formation RCR, donc qui va avoir un volet pratique, donc prévoir là, une demi-journée où ils devront se déplacer. Puis sinon, là, ça va se passer entièrement en ligne. Il existe d'autres types de cheminement pour obtenir son attestation d'études collégiales en éducation à l'enfance. Donc, pour se qualifier en tant qu'éducatrice, c'est quand même 2 échelles salariales. C'est important de le dire parce que les conditions, ça fait partie aussi de ce pourquoi on choisit un métier. Donc, les 2 façons d'accéder au statut d'éducatrice qualifiée, c'est l'attestation d'études collégiales et la technique. La technique, on ne l'offre pas ici, mais nous, on offre l'attestation, donc formation d'1 an et demi. Intensive. Notre prochaine cohorte commence en novembre, puis on a une cohorte en alternance travail-études. Donc, les gens travaillent dans les milieux, sont payés pour la formation, les heures de formation et les heures de travail. Donc, c'est très intéressant parce que ça nous permet là, de concilier nos besoins là, personnels puis d'étudier en même temps. Cette formation-là est aussi offerte en ligne. Donc, on a une cohorte qui a démarré en novembre, puis on est très contents parce qu'on a une trentaine d'étudiants. Là. Donc, ça fonctionne bien. La formation non créditée est offerte du 30 mai au 23 juin prochain aux personnes de 18 ans et plus qui détiennent un secondaire 3 de formation générale ou qui ont un niveau 6 de francisation. C'est maintenant le temps de parler de sport en compagnie de Maxime Jodoin. Maxime, bonjour. Bonjour, Martin. Tout d'abord, Maxime, là, ça commence bien la saison pour l'équipe de soccer de la microbrasserie Charlevoix. Absolument. Donc, il faut préciser que notre équipe de microbrasserie là, qui joue pour la Ligue senior Québec Métro Division D, Okay. Alors on compte 13 formations dans cette fameuse ligue-là. Donc, l'équipe, évidemment, qui a remporté son premier duel 4-1 face au Royal Beauport. Et moi, je veux féliciter les pointeurs qui ont marqué des filets pour la fameuse équipe. Alors, on parle de Mamoudina avec 2 buts, également Gaétan Auguin et Yuva Galou. Alors, 4 filets, 4-1 face au Royal Beauport. Et pour ceux qui sont intéressés, on peut les voir jouer prochainement à domicile. Oui, bien, le prochain match sera le 31 mai ici à domicile contre l'équipe qui s'appelle Chaudière-Ouest. Dans un autre ordre d'idées, puis il faut le souligner parce que ça soulignait la perte de cyclistes qui sont décédés. Il y a eu un tour du silence à la Malbaie. Oui, donc la communauté cycliste de Charlevoix là, qui a fait un beau parcours. Donc, c'était à la Malbaie. Alors, on partait un peu le chemin de la vallée et on faisait là, pratiquement tout le centre-ville de la Malbaie en l'honneur là, de 2 personnes décédées. Et pour rappeler aux automobilistes qu'il faut faire attention aux cyclistes. Absolument, absolument. Donc, je veux juste commencer par préciser que c'était la première édition qu'on appelle le Tour du silence, organisé par Simon Fortin. Donc, on parle de 75
64 cyclistes qui ont pris part à la compétition. Et c'est un hommage justement là, au décès d'une cycliste qui s'appelle Lynn Gilbert, qui est décédée tout récemment, là, justement. À la Malbaie, oui. À la Malbaie. Et également, pour ceux qui s'en souviennent, il y a aussi Samuel Larouche, 14 ans, qui lui était décédé là, tragiquement à Saint-Urbain en 2019. Donc, c'était en hommage à ces deux personnes-là que Simon Fortin qui a organisé ça. Et je veux rappeler que Simon Fortin, lui aussi également, a vécu un accident de la sorte il y a quelques années. Donc, c'est un peu là, en hommage à tout ça qu'on a fait. Et un bon moment là, pour rappeler aux automobilistes qu'il faut maintenant partager la route avec les cyclistes parce que le beau temps est de retour. Absolument. Il y en a partout, hein? Il y en a dans les côtes, il y en a partout des cyclistes. Absolument. Et même, je veux mentionner que l'événement, ce n'est pas impossible qu'on le refasse à chaque année en souvenir de ces personnes-là parce que c'est important ce qui s'est passé quand même. En terminant, Maxime, on a appris qu'il y avait eu une entente à la Ligue canadienne de football, que la grève des joueurs serait terminée. Mais vous m'avez dit tout à l'heure, c'est pas évident que l'entente va être ratifiée par les joueurs. Oui, bien, d'un, on était en grève durant 4 jours entre la Ligue et les joueurs parce qu'on avait beaucoup de points qu'on ne s'entendait pas. La bonne nouvelle, c'est que oui, il y a eu une entente de principe entre les deux parties. Là, ce qu'on sait, c'est que l'entente est d'une durée de 7 ans. On a camouflé toutes les autres informations à l'interne. Ce qu'on sait, c'est que ça dure 7 ans. Donc là, il reste évidemment à officialiser le tout. Ouais. On a demandé aux équipes de revenir dans leur domicile respectif pour s'entraîner. Mais par Donc, les camps d'entraînement sont commencés. Absolument, c'est commencé. Mais par contre, là où ça coince, c'est que, bon, je prends les Alouettes, par exemple. Les Alouettes, eux, s'entraînent présentement au stade du cégep de Trois-Rivières, leur camp d'entraînement. Mais les joueurs, eux, ont dit, l'entente, elle est faite, mais on n'est pas convaincus vraiment qu'on est gagnant là-dedans. Là, c'est le point présentement là, qui À quel moment les joueurs vont se prononcer sur l'entente? Bien, écoutez, là, actuellement, c'est que là, on a un match préparatoire le 28 mai qui est encore en cours. Présentement, ça n'a rien changé. Alors là, il va falloir dans les prochains jours que les joueurs regardent est-ce qu'on y va de l'avant, oui ou non. Parce que là, oui, on a une entente, mais est-ce que vraiment le conflit comme tel est vraiment terminé? On n'est pas encore sûr parce que les joueurs ne sont pas prêts encore à dire tout de suite oui, on y va. Alors, les prochains jours vont être déterminants, mais comme je le disais, le 28 mai, match préparatoire des Alouettes, il n'y a rien qui a été changé encore. Alors, est-ce que ça va être annulé? Est-ce qu'on va accepter? La prochaine semaine va nous dicter le tout. Alors, comme plusieurs fois lorsqu'on se rencontre, Maxime Jodoin, c'est à suivre. Oui, et ça fait grand plaisir à part de ça. Et je vous souhaite une bonne semaine. Alors, j'espère que le bulletin vous a plu. Et au nom de toute l'équipe de TVCO, je vous souhaite une bonne semaine.